vous connaissez mon nom. Vous savez peut-être que je suis professeur émérite de l'Université de Liège, où j'étais hispaniste. Donc, je redis ici ce que j'ai dit l'année dernière. Je ne suis pas célinien. Je ne suis pas célinienne non plus. Il y a des céliniens et des céliniennes. Ils vont donc me pardonner si je dis des bêtises. Mais enfin, être hispaniste n'est pas incompatible avec l'amour de l'écriture de Céline. Voilà. Bien. Je faisais allusion au fait que l'an dernier, ici même, dans cette salle, j'avais oralement, mais ça a été publié par l'Académie dans ce petit livre, Louis-Ferdinand Céline mort et vif, j'avais tenté de reposer le problème indépassable de l'idéologie célinienne en l'exprimant en termes d'anarchisme ultra-individualiste radical, d'un tout et son contraire, d'en apprendre tel qu'il est, dans ses fulgurances comme dans ses erreurs. Il convient donc de nous pencher sur ce qui en fait m'intéresse moi. Ce n'était pas l'idéologie de Céline qui m'intéressait. Mais je ne pouvais pas faire décemment une étude de l'écriture célinienne en faisant un pas sur l'idéologie. Donc j'ai commencé par évacuer le problème de l'idéologie. C'est passé. Il convient donc de nous pencher sur ce que, dans cette approche forcément partielle, je regrettais de laisser de côté, c'est-à-dire précisément les fulgurances de Louis-Ferdinand Céline, qui font émettre à Trotsky le jugement daté du 10 mai 1933, et plus que ratifié par la postérité, sur Céline, révolutionnaire du roman, faute de délivrer à Voyage au bout de la nuit le statut de fiction conduisant à la révolution sociale, que lui avait d'ailleurs décerné une partie de la presse de gauche dès sa parution en 1932. Un premier repère pour définir négativement l'écriture célinienne nous est donné par l'écrivain lui-même dans ses railleries réitérées contre les ineptes et vaines prousteries. Proust, m'y revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini, la diluante futilité des rites et des marches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, attendant le roi tôt toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citaires. C'est au début du Voyage au bout de la nuit. Autre citation. Qu'il est bien prouvé, bien net, tout classique, à partir de ce jour, que l'enculaléeur irrésolu poitrineux Proust, la miche juive aux camélias, prendra le même rang d'éminence en tout et partout dans les manuels et les esprits qu'honorait de Balzac. Cet extrait de Bagatelle pour un massacre. Dans Bagatelle, Céline ne cesse de se gausser de la très minusculante analyse d'enculage à la Proust, montée nuance en demi-dard de quart de mouche. Mais c'est dans sa correspondance qu'il se déchaîne. Rendant compte pour Lucien Combel, journaliste collaborationniste de La Gerbe et fondateur de Révolution nationale, d'un article fort élogieux sur Marcel Proust de Robert Brasiliac, il relance la machine antisémite paranoïde le 12 février 1943. Il est beaucoup ergoté autour de Proust, ce style, cette bizarre construction, d'où, qui, que, quoi. Oh, c'est très simple, talmudique. Le Talmud est à peu près bâti, conçu comme les romans de Proust. Tortueux, arabescoïde, mosaïque désordonnée, le genre sans queue ni tête, par quel bout les prendre, mais au fond, infiniment tendancieux, passionnément, acharnément. Du travail de chenille. Cela passe, revient, retourne, repart, n'oublie rien, incohérent en apparence, pour nous qui ne sommes pas juifs, mais de style pour les initiés. La chenille laisse derrière elle, tel Proust, une sorte de tulle, de vernis irisé, impeccable, capte, étouffe, réduit, empoisonne tout ce qu'elle touche et bave, rose ou étron.
et Alphonse de Chateaubriand, le même mois. Voyez ce que les Juifs ont fait de Proust, l'Homère des invertis. Et dans le même ordre d'idées, dans une lettre à Hamilton Indus du 11 juin 1947, Proust explique beaucoup trop pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que tuture en culte tatave, c'est trop. Proust, il m'agace par son pique-poule, cette façon tarabiscotée latine, allemande, judaïque, celle de Claudel aussi. Ces phrases qui se mordent la queue après d'infinis tortillages, tout cela pue l'impuissance. Cependant, dans la même lettre à Lucien Combel, du 12 février 1943, et dans la foulée des considérations stylistiques, talmudiques et baveuses des romans de Proust, il fait déjà une exception qui concerne les dernières heures et la mort de la grand-mère du narrateur, racontée dans le chapitre 1 de la seconde partie du côté de Guermantes. Notons encore que Proust tente de sauver sa propre famille des massacres spirituels qu'il réclame et pratique pour nous. D'où toute cette tendresse, cet apitoiement sur la grand-mère, fort bienvenu d'ailleurs, j'en conviens, réussi, et dont tous les critiques ariens, à juste titre, s'émerveillent. Appréciation qu'il réitère 4 ans plus tard dans la lettre à Hamilton Indus déjà citée. Proust périssait de ses poumons. Il en finit par parler assez joliment de sa grand-mère. Ce coin réussi, c'est le meilleur de son œuvre. Henri Godard a donc pleinement raison de percevoir un écho de l'épisode du côté de Guermantes dans la mort de la grand-mère de Ferdinand de mort à crédit. Dans le sens des textes dont Proust s'inspire, Céline estimera en 1957 que l'auteur de la recherche s'est bien servi du chapitre essentiel de Histoire de ma vie, de Georges Sand, dans ce fameux chapitre du bal des têtes dans le temps retrouvé, où on voit les gens vieillir sur place. C'est vraiment un très gros effort littéraire. Alors voilà, pour tout dire, je regarde les romans de mes contemporains, je me dis, ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile, comme peut être celui de Proust, revisitant Georges Sand. Et pourtant, l'année suivante, dans un entretien avec Georges Conchon, Céline reconnaissait à Proust la qualité de bon observateur clinicien, car il était d'une famille de cliniciens, dont tous deux, c'est-à-dire Céline et lui-même, faisaient partie. Un an avant sa mort, dans un entretien avec Jacques Daribaud et Jean Guénaud, il admettait la valeur unique, irremplaçable de l'œuvre de Marcel Proust, tout en s'en distanciant radicalement par le style. Proust est un grand écrivain. C'est le dernier. C'est le grand écrivain de notre génération, quoi. Quand je disais tout et son contraire. Une telle attitude globalement négative à l'égard de Proust ne s'enracine-t-elle pas dans le sentiment jamais avoué ou l'intuition que l'auteur de la recherche était son seul rival possible aux yeux de la postérité? Prenant ainsi les devants, Louis-Ferdinand poursuivait Marcel de sa vindicte jusque dans le futur. Un des topiques rabâchés du style célinien est l'introduction de l'oralité dans la prose romanesque française, alors qu'en fait il s'agissait pour Céline bien plus d'insuffler par le rythme une saveur de langage parlé dans une écriture qui reste bien cela, un texte rédigé méticuleusement. Si l'on veut bien accepter, sans doute de manière quelque peu abusive et superficielle, d'identifier l'auteur de À la recherche du temps perdu au personnage de Bergotte, lui-même écrivain composite édifié sur le piédestal d'Anatole France, de la première partie de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, on sera déçu avec le narrateur par le peu de substance de la conversation de l'écrivain favori de son adolescence. Mais en revanche, on exaltera son écriture issue des profondeurs du moi. Primauté de l'écrit sur l'oral chez Proust, primauté du rythme oral sur l'écrit, mais au sein de l'écrit, chez Céline. Et on comprend mieux son Proust n'avait pas beaucoup de style. C'est-à-dire qu'il dit ça en 1960, ça veut dire que ce n'était pas le mien, c'était pas le sien. Et cependant, alors que tous les opposés, dans la réalisation finale de leur roman,
ils se retrouvaient dans leurs exigences génétiques. On connaît l'enchevêtrement des cahiers, carnets, brouillons, esquisses et notes préparatoires aux dactylographies corrigées et recorrigées des manuscrits de Proust. On connaît les béquets, paperoles interminables ajoutés aux placards et épreuves d'imprimerie de À la recherche du temps perdu, eux-mêmes remaniés, raturés, biffés et rebiffés, qui faisaient le désespoir des typographes de Grasset et de Gallimard. Cet embrouillant minier traduisait le scrupule maladif de Proust à remonter le courant de la mémoire et à en suivre les méandres à la rencontre des illusions perdues et parfois retrouvées, des occasions manquées à tout jamais, des rêveries sur les noms propres désenchantés par leur confrontation à la réalité, des intermittences du cœur à la poursuite d'une écriture nimbée de fine ironie et en quête de métaphores précieuses. D'autre part, on connaît les liasses de feuillets réunies par des pinces à linge qui constituaient les premiers manuscrits de Céline, soumis à une rigoureuse épuration, à un nettoyage minutieux. Par exemple, de réécrire les 2600 pages du premier manuscrit de Nord, dont nous avons gardé la trace grâce à une lettre du 27 janvier 1959 de Céline à Roger Nimier. Ces 2600 pages se sont réduites à 1565 de la version finale consultée par Henri Godard. Un témoignage tout aussi symptomatique du perfectionnisme célinien nous est apporté par le journal d'un journaliste de Robert de Saint-Jean, publié en 1974, qui note à la date du 15 décembre 1932 « Il paraît que le manuscrit de Voyage au bout de la nuit a été retapé 12 fois et a compté jusqu'à 50 000 feuillets. Le naturel, une fois de plus, résulte d'un grand effort. » Le chiffre qui paraît hyperbolique est cependant confirmé par Céline lui-même, à propos sans doute d'un château l'autre, lors d'un entretien accordé à Albert Zbinden et diffusé le 25 juillet 1957 par la radio suisse romande. En réalité, dit Céline, je travaille avec beaucoup de labeur, si j'ose dire. Il y a l'éloquence naturelle, ça, évidemment, c'est la base. Mais enfin, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. Maintenir un effort de stylisation de 400-500 pages demande énormément d'efforts, à savoir qu'il faut énormément revoir et revoir. Pour dire la vérité, 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main. Le lecteur n'est pas forcé de le savoir. Il ne doit même pas le savoir. Cette affaire de l'auteur a effacé le travail. Cette déclaration est tout aussi éclairante, nous le verrons, sur le statut du fameux style parlé célinien. Mais pour en revenir à l'effort dépensé lors de la genèse des ouvrages de Céline, René Barjavel prétend que Maurras-Crédit a connu cette version. Henri Godard, qui a examiné de près les manuscrits de l'écrivain, remarque que des milliers d'infimes corrections témoignent du souci de Céline de briser l'ordre narratif habituel. Par leur minutie, elles suggèrent bien, comme il le veut, un travail d'aiguille et au petit point. Propos qu'Henri Godard humaniserait en 2014, donc l'année dernière, dans un dernier ouvrage sur Céline. Céline passait des heures à reprendre ce texte, à remplacer des mots, à intervertir l'ordre, à faire et refaire. Et l'on peut penser sans exagérer qu'il ne se sentait jamais autant vivre que dans ce travail. Il en sortait avec des migraines, il pestait. Mais en réalité, c'est alors qu'il était au cœur de ce qu'il pouvait accomplir contre la mort. Il vivait plus. Un tel acharnement au travail confirme ce que Céline, qui se considérait comme un artisan, écrivait à Jacques Deval en 1935 à propos du projet d'adaptation cinématographique du scénario de Secret dans l'île, rédigé avant 1934, confession que l'on me permettra d'étendre à l'ensemble de son œuvre. La manie de la perfection m'est plus précieuse que la vie même. Il existe donc une poétique positive de Louis-Ferdinand Céline et non plus négative par opposition à celle de Marcel Proust. Poétique positive que nous pouvons reconstituer à partir de sa correspondance et de son écrit le plus étendu sur son style, c'est-à-dire Entretien avec le professeur Y. Dans une lettre adressée à André Rousseau, critique au Figaro, le 24 mai 1936,
Céline défend bec et ongle les expressions argotiques de mort à crédit. J'écris comme je parle, sans procédé. Je vous prie de le croire. Je me donne du mal pour rendre le parler en écrit, parce que le papier retient mal la parole. Mais c'est tout. Point de tic, point de genre là. De la condensation, c'est tout. Je trouve quant à moi, en ceci, le seul mode d'expression possible pour l'émotion. Je ne veux pas narrer, je veux faire ressentir. C'est donc là qu'il faut trouver la première expression de ce qui sera un topic critique sur l'oralité du style célinien, sans qu'il soit tenu compte de l'effet de condensation explicitement recherché et qui deviendra transposition dans une lettre à Léon Daudet, non datée, mais sans doute de mai 1936, peu après la publication de Mort à crédit. J'ai écrit dans une sorte de prose parlée, transposée. Je trouve cette manière plus vivante, et je le droit. Cette forme a ses règles, ses lois, terribles aussi, vous le savez bien. Que d'autres essayent, ils verront. J'ai effacé mon travail derrière moi, mais il existe. À la condensation ou transposition s'ajoute donc l'effacement du travail qui conduit de l'oralité à l'écrit dans un seul but, atteindre le rendu émotif. Céline se fera plus précis et plus imagé dans une lettre de remerciement à Robert Brasillach, datée du 20 juillet 1943, du 20, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, c'est du 28 septembre 1943, qui avait procuré une relecture forte et élogieuse de Voyage au bout de la nuit, paru dans Révolution nationale du 25 septembre. Il me semblait, avant le voyage, observant par comparaison le trafic de la rue, si incohérent, ces voitures, ces gens qui se butent, culbutent, se battent pour avancer, tout ce zigzag, cette incohérence des démarches absurdes et si gaspilleuses, si imbéciles, qu'il devrait y avoir, tel le métro, un chemin plus net, plus intime, pour se rendre en un point sans tout ce gaspillage, sans toute cette fastidieuse incohérence. Dans la façon aussi de raconter mes histoires, je vous énonce ainsi la difficulté simplement. Passer dans l'intimité même du langage, à l'intérieur de l'émotion du langage, à l'aveugle pour ainsi dire, comme le métro, sans se préoccuper des fastidieux incidents de l'extérieur. Une fois lancé de la sorte, arriver au bout de l'émotion en émotion, au plus près toujours, au plus court, au plus juste, par le rythme et une sorte de musique intime une fois choisie, à l'économie, en évitant tout ce qui retombe dans l'objectif, le descriptif, et toujours dans la transposition. Le rythme me donne mes rails, et je n'en sors jamais. Je ne sors jamais de l'émotion non plus. Sinon, je ne l'admets pas dans mon récit, dans mon métro. Ainsi, je vais mon petit trafic. Ce n'est pas bien sorcier. Plus question ici d'oralité, ni même de prose parlée. La transposition dont il s'agit est soit narrative, soit rythmique, soit les deux à la fois. Comme dans la préface invective au lecteur de Guillaume I, rédigée comme en urgence en janvier 1944. Le jazz a renversé la valse. L'impressionnisme a tué le faux jour. Vous écrirez télégraphique ou vous écrirez plus du tout. L'émotion, c'est tout dans la vie. Il faut savoir en profiter. L'émoi, c'est tout dans la vie. Quand on est mort, c'est fini. À vous de comprendre. Émouvez-vous. Émouvez-vous, bon Dieu, ratata, sautez, vibrochez, éclatez dans vos carapaces, trouvez la palpite, nom de foutre, la fête est là enfin, quelque chose, rêvez, allez, salut, transposez, ou c'est la mort. Rien non plus sur le cliché de l'écriture parlée, sans autre médiation dans cette lettre à Claude Jammet, auteur d'un article préliminaire à l'esthétique de Louis-Ferdinand Céline, publié dans Révolution nationale du 25 mars 1944. Il me semblait qu'il y avait deux façons de raconter des histoires. La classique, l'habituelle, l'académique, qui consiste à se faufiler d'un incident à l'autre, virer, tourner en surface, si j'ose dire, avec sans chaos, trébuchage, rattrapage tant bien que mal, méli-mélo, tohu-bohu, encombrement, cafouillerie, grimace, rond de chambre et de phrases, saute-ruisseau, caniveau, dérapage, manière, collision, etc. Le chemin des voitures dans la rue. Et puis l'autre. Descendre dans l'intimité des choses, dans la fibre, le nerf, l'émotion des choses, la viande, et aller droit au but, à son but, dans l'intimité, en tension poétique,
constante, en vie interne, comme le métro, en ville interne, droit au but. Une fois le choix fait, il faut rester dans la même conviction, dans la tension intime, une fois pour toutes, dans l'intimité de la vie, tenir ainsi l'histoire. Ces précisions esthétiques sur l'esthétique de Guy Nolsban, décodées par Claude Jammet, reprennent de manière plus véhémente, notamment dans les métaphores physiologiques sorties de la plume du docteur Destouches, les termes de la poétique à Brasillac en la focalisant sur le rythme, l'obsession de la rapidité pour arriver au but, descendre dans l'intimité des choses en suivant les rails émotifs de son métro stylistique. Mieux, Céline réfutera le langage parlé comme caractéristique de son style dans une lettre à Albert Parras du 10 septembre 1949 avec une lourde insistance. On a tout dit quand on a proclamé que j'ai moi aussi écrit des livres en langage parlé. Tout le secret. Archi-benet. Il s'agit de toute autre chose, d'un langage rythmé interne, sans défaillance, sur 630 pages. Allez-y, essayez. La métaphore du métro émotif, nous la retrouverons de manière obsessive, dialoguée et romancée dans Entretien avec le professeur Y de 1955, dont on devrait citer de nombreuses pages, puisque Céline y a développé avec toute sa verve langagière sa poétique. Donc je vais citer simplement quelques passages de Entretien avec le professeur Y. La vérité, voilà. J'hésite pas, moi. C'est mon génie, le coup de mon génie, pas 36 façons. J'embarque tout mon monde dans le métro, pardon, et je fonce avec. J'emmène tout le monde, de gré ou de force, avec moi, le métro émotif, le mien, sans tous les inconvénients, les encombrements, dans un rêve, jamais le moindre arrêt, nulle part, non, au but, direct, dans l'émotion, par l'émotion, rien que le but, en pleine émotion, bout en bout. Comment Grâce à mes rails profilés, mon style profilé, oui, express profilé, spécial, je les lui fausse ces rails au métro, moi, j'avoue, ces rails rigides, je leur en fous un coup, il en fout plus, ces phrases bien filées, il en fout plus. Et en se souvenant de sa déclaration sur le langage parlé à travers l'écrit, il la répétera textuellement plus loin, mais éclairé par l'effet attendu sur le lecteur. Le lecteur qui me lit, il lui semble, il en jurerait que quelqu'un lui lit dans la tête, dans sa propre tête. Bigre-bourre, parfaitement dans sa propre tête, pas de bigre, pas de bourre, sans lui demander la permission. Pas simplement à son oreille, non, dans l'intimité de ses nerfs, en plein dans son système nerveux, dans sa propre tête. Ce que Jean Cassou, dans un article non publié sur Voyage au bout de la nuit, avait finement remarqué dès le 12 décembre 1932. Il a créé une langue parlée, non pas comme celle de Ramuse, pas d'entracte, un bourdonnement sans fin dans l'oreille du lecteur, la rumeur même de la vie, terrible comme le bruit de l'océan. Céline résumera les éléments essentiels de sa poétique dans un entretien accordé en 1959 à Francine Bloch de la Bibliothèque nationale de France, en répétant que tout son travail qu'il situe entre le vers et la prose consiste à faire passer l'émotion du langage parlé dans le langage écrit. En fin de compte, pour le lecteur qui n'en a cure, il faut effacer le travail. Céline commentera une dernière fois sa poétique dans un entretien avec Claude Sarraute à l'occasion de la publication de Nord en 1960. On compara avec profit ses propos avec ceux qu'il avait tenus à Albersbinden 3 ans auparavant, à un mois près. Moi, j'ai fait passer le langage parlé à travers l'écrit d'un seul coup. Je l'appelle ma petite musique, parce que je suis modeste. Mais c'est une transposition très dure à faire. C'est du travail. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est calé. Pour faire un roman comme le mien, il faut écrire 80 000 pages à la main pour en tirer 800. Les gens disent de moi, il a l'éloquence naturelle, il écrit comme il parle, c'est les mots de tous les jours, ils sont presque en ordre, on les reconnaît. Seulement voilà, c'est transposé. C'est juste pas le mot qu'on attendait.
s'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai, et le mot ainsi employé devient en même temps plus intime et plus exact que le mot qu'on emploie habituellement. Dès 1936, dans ses lettres à André Rousseau et à Léon Daudet, les fondations de l'esthétique célinienne étaient solidement assises avec cette primauté du rythme oral sur l'écrit, mais au sein de l'écrit, que j'avais cru percevoir en contrastant les styles de Céline et de Proust. Les textes de Céline ne doivent pas subir l'épreuve flaubertienne du gueuloir. Flaubert, dont on connaît aussi la manie de la perfection. Donc, les textes de Céline ne doivent pas subir cette épreuve du gueuloir, puisqu'ils sont leur propre gueuloir, imprégnant le cerveau d'un lecteur qui n'a pas à les hurler, ni même à les réciter à haute voix. L'oralité du style de Louis-Ferdinand Céline est représentation du langage parlé, avec toute la distance médiatrice qu'inclut ce concept, et ressort de la phénoménologie de l'émotion, canalisée par les rails d'une écriture qui va au cœur des choses par le chemin le plus court. On pouvait déjà apercevoir des bribes de cette poétique, non encore théorisée, mais directement appliquée dans l'écriture de Semmelweis. La thèse de doctorat en médecine défendue par le docteur Destouches en 1924. Dès la première page de cette thèse de doctorat, on croit lire des lignes qui, par le ton, pourraient figurer par exemple dans l'école des cadavres. Toute possibilité humaine confondue, déchaînée, furieuse, avide d'impossible, courait les chemins et les fondrières du monde. La mort hurlait dans la mousse sanglante de ces légions disparates, du Nil à Stockholm et de la Vendée jusqu'en Russie. 100 armées évoquèrent dans le même temps, sans raison d'être sauvages, les frontières ravagées, fondues dans un immense royaume de frénésie. Et telle sentence est digne du voyage. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse, la vérité c'est la mort. Ou, il était aussi vrai que la durée et la douleur des hommes comptent peu, somme toute, à côté des passions, des frénésies absurdes qui font danser l'histoire sur les portées du temps. Formule splendide. Faire danser l'histoire sur les portées du temps. Et comment ne pas reconnaître le futur Céline sous la pointe de hargne par laquelle se caractérise déjà la plume impatiente de Semmelweis et le docteur Destouches, entraîné comme son confrère accoucheur du XIXe siècle par une ardente pitié pour la détresse physique et morale de ces malades. Comment ne pas rendre à l'émotion la part envahissante qui lui revient dans l'enthousiasme bien plus poétique que la rigueur des méthodes expérimentales des grandes découvertes médicales. Le texte de la thèse est aussi porteur de rénovations formelles, comme la brièveté télégraphique du style émotif pour souligner, par exemple, le pathétique funèbre de la statistique mondiale de la fièvre puerpérale. La fièvre, à un instant menacée, triomphe. Impunément, elle tue, comme elle veut, où elle veut, quand elle veut. À Vienne, 28% en novembre, 40% en janvier. La ronde s'étend tout autour du monde. La mort conduit la danse, clochette autour d'elle. À Paris, chez Dubois, 18%, 26% chez Schultz à Berlin, chez Simpson, 22%, à Turin, 100 accouchés, sur 100 accouchés, 32 meurent. Mais, pour vérifier du plus près ses intentions et prémices stylistiques réitérées, soumettons-les à l'épreuve de l'analyse des 3 incipits, 3 si j'ai le temps, 2 si je n'ai pas le temps, des 3 incipits de Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit et de Nord. Ça devrait
Il faudrait que je voulais... Ah, voilà. Voilà. Vous avez ici l'incipit du voyage. Ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit, etc., etc. Je vous laisse le soin de le lire. Le mot initial du voyage, ce fameux ça a débuté comme ça, a fait l'objet de nombreuses exégèses, qui tantôt renvoient à la stylistique des émotions ou des mots-outils, tantôt à la mythologie du chaos, en passant par toutes les fonctions sémiotiques possibles et imaginables. Je crois, je suppute qu'il sera encore question du ça demain, ici même, au Palais des Académies, lors de la communication Louis-Ferdinand Céline et Sigmund Freud, le ça et le moi, du professeur Uli Safran de la VUB, au colloque Pensée rationnelle, pensée émotionnelle, qui est inauguré aujourd'hui. Serge Canoni y a même consacré les 215 pages de son Céline, c'est ça. Un ça qui ne serait un démonstratif neutre qu'en apparence. Opposé au cela de la langue policée, il serait avant tout le chaos de la thégonie d'Hésiode, d'où sort une cosmogonie, comme du ça du voyage sort toute l'œuvre de Céline. À cette interprétation brillante, aussi ingénieuse qu'érudite, on préférera peut-être l'humble analyse textuelle de Marc-Henré, que j'ai le plaisir de saluer, pionnier de la stylistique célinienne, qui note l'abondance dans la prose de Louis-Ferdinand de ces mots à tout faire, passe-partout, comme la tournure présentative c'est, dont on ne trouve pas moins de 7 occurrences dans ce premier paragraphe du voyage, et comme notre ça initial, 5 occurrences dans le même espace de texte. Marc-Henré en regrette l'abus général chez Céline. Mais je crois qu'il aurait dû souligner l'efficacité de la répétition du ça en fin de phrase. Ça a débuté comme ça, qui, l'équilibrant, loin d'être cacophonique, lance le rythme du récit. C'est donc moins le ça initial qui contient en germe toute l'œuvre célinienne que cette première phrase qui, contrefaisant dans et par l'écrit le langage parlé, a aussi l'allure d'un hémistiche d'alexandrin. Si l'on veut bien assimiler le verbe dans le démonstratif, pour la prononciation, et l'idée le e de comme. Ça débutait comme ça, 6 syllabes. Ou alors, mieux peut-être, en prononçant toutes les syllabes, ce serait un octosyllabe. Ça a débuté comme ça, qui est le maître le plus employé de la prosodie française avec l'alexandrin, et notamment dans la chanson. À nœud coulant, chanson de Céline, est octosyllabique. Et octosyllabiques sont de nombreux vers de règlement, autre chanson de Céline. L'écrivain ne prétend-il pas, dans une lettre du 30 mars 1947 à Milton Duss, qu'il est plus poète que prosateur. Dès la première phrase du voyage, qui fut d'abord, si on lit le manuscrit, le premier manuscrit, ça c'était cacophonique. Ça a commencé comme ça. Ça c'était cacophonique. C'était dans le manuscrit original, mais ça a débuté comme ça. On entend déjà la petite musique célinienne. Par ailleurs, Marc-Henré, qui reproduit en partie ce premier paragraphe de Voyage au bout de la nuit, fait reposer tout le poids du passage sur le mot rien. Moi, j'avais jamais rien dit, qui répété formera une phrase à lui seul, rien. Pour ressurgir chargé de la substance du discours d'Arthur, rien n'est changé en vérité. Il ne faudrait sans doute pas pousser très loin le bouchon pour faire de ce triple rien l'amorce du nihilisme célinien que l'on ne peut que trouver à la fin de ce voyage au bout de la nuit, et en ce début
qui voit s'effacer le narrateur, qui n'apparaîtra en discours direct qu'au deuxième paragraphe, pour nier l'existence de la race française. Curieuse oblitération et passivité de Bardamu, dont le nom, lui aussi, est postposé. Après avoir amancé fortement son « moi » en tête de la deuxième phrase. « Moi, j'avais jamais rien dit ». Il abandonne la parole à un personnage qui disparaît du récit dès que le narrateur suit le régiment derrière le colonel et sa musique, que le hasard fait défiler place Clichy après le déjeuner. C'est là que, mu par l'enthousiasme, délire sacré ou émotion intense, le héros s'engage pour la guerre contre sa raison et les propos anarchistes qu'il vient tout juste de tenir. Il laisse derrière lui Arthur Ganat, étudiant en médecine, comme le narrateur, un carabin comme lui, un carabin, lui aussi, un camarade, qui cessera de l'être dès que Bardamu aura tourné le coin de la rue avec le régiment et la musique. Existe donc ce Ganat, qui n'est pas loin d'être ganache, c'est-à-dire un sot, en argot, encore que le plus sot des deux n'est pas sans doute, en cette ouverture, celui qu'on croit. Mais Arthur domine encore ses premières lignes du récit, et l'on a beau n'être ganache, on n'en méprise pas moins les imbéciles, c'est-à-dire les œufs à la coque, en argot, les imbéciles, qui peuplent la terrasse du café. À ce personnage fugace est donc réservé le privilège d'employer le premier mot d'argot de ce roman, de cette histoire fictive, et de constater avec le narrateur, encore englobé avec l'interlocuteur dans l'impersonnalité du on remarque à la fois le vide dans les rues, à cause de la chaleur, auquel répond le même vide quand il fait froid. Le rien, encore le rien, ou l'oisiveté. Les gens de Paris se promènent du matin au soir, ou ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs, ce que s'empressent de faire Bardamu et Arthur Ganat. On est demeuré là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Après que le premier ait écouté des vérités utiles sorties de la bouche du second, et de se les être appropriées sans réflexion, bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles. Vérité utile, vraiment? Ou la palissade, sur le siècle de vitesse, sur l'absence de grands changements, même dans le vocabulaire, sur l'admiration que les Parisiens se portent à eux-mêmes. Les deux camarades tombent dans le même piège, bien fiers, et ignorent ou veulent ignorer les grands changements qui les attendent sous forme de guerre. Quant à la quasi-mobilité du lexique et de la langue, des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés, 2 ou 3, par-ci, par-là, des petits. Céline se chargera de les bouleverser par cette annonce malicieuse, attribuée à un Ganat Ganache, au seuil de ce voyage au bout de la nuit, qui fera trembler la littérature française, en cette année 1932. La révolution langagière est cependant ici plutôt discrète, et se réduit à la suppression de la particule négative, ne. Moi, j'avais jamais rien dit. Restons pas dehors, qui participe de cette économie de l'oral, d'ailleurs dans l'air du temps, et dont Céline continuera à user et abuser jusque dans ses dernières œuvres. Le changement se fait moins modeste par la multiplication de tournures syntaxiques parlées et populaires à la limite de la correction, comme « qu'il me dit » pour « me dit-il », qu'il commence, même que je m'en souviens, qu'il dise, qu'il raconte. L'emploi des temps se caractérise par le passé composé de la première phrase, qui rejette tout le roman dans la sphère du souvenir. Ensuite alterneront dans le voyage tous les temps du passé, même le passé simple, temps traditionnel du récit, que Céline évacuera au nom de l'oralité dans ses autofictions postérieures. Et même on va encore trouver des subjonctifs imparfaits, par exemple, éliminés aussi dans les œuvres postérieures. Mais pour qui connaît l'œuvre narrative complète de Céline, ce passé composé et cette première phrase auraient tout aussi bien, et même mieux, pris place en tête de Mort à crédit, récit de l'enfance de Ferdinand et de ses apprentissages. Par ailleurs, dans l'incipit du voyage, le présent narratif actualise l'action, cependant dans un cas,
même que je m'en souviens, ce temps renvoie à un présent de l'écriture non précisé par rapport à un événement historique qui le situerait dans la chronologie du discours romanesque, comme il en ira dans les romans de l'après-guerre. Quant au lexique, pas de grand bouleversement encore. Tout au plus notera-t-on, outre l'argotique œuf à la coque, le familier carabin, étudiant en médecine, et si l'on veut bien l'intégrer parmi les vocables populaires, ce Bock, emprunté à l'allemand, il n'y avait pas encore 3/4 de siècle, dans les années de rédaction du Voyage au bout de la nuit. Cependant, moi je l'ai trouvé avant, chez Proust, encore avant, dans une esquisse à l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui est datée hypothétiquement de 1910. On ne pourra donc marquer pleinement son accord avec Henri Godard lorsqu'il est écrit « Le choix d'une langue orale populaire tout incomplet ou ambigu qu'il est encore achève par la nouveauté de l'accent de lui donner tout son pouvoir. Il est vrai qu'on trouve dans Voyage au bout de la nuit des lambeaux d'un style non seulement écrit, mais littéraire au sens le plus convenu du terme. Mais l'important est que la langue orale populaire n'est pas ici, comme chez quelques prédécesseurs de Céline, réservée au seul dialogue de personnages dont elle est censée être la langue naturelle. Elle est, dès la première ligne, celle du narrateur lui-même, si bien que ce sont au contraire les lambeaux de l'autre langue qui apparaissent empruntés ou parodiés. De Voyage au bout de la nuit à Mort à crédit, le saut qualitatif est notoire, ainsi que la complexification des procédés stylistiques unanimement reconnus par la critique actuelle. Dès lors, on comprend la réaction rageuse de Céline à lire les articles de presse largement négatifs qui n'aperçoivent ni ses efforts de renouvellement, ni son travail pour effacer le travail. Aussi, la mauvaise réception critique de Mort à crédit participe-t-elle de la rédaction de Bagatelle pour un massacre. On jugera peut-être mieux de l'évolution du style de Céline en analysant d'un peu plus près l'incipit de Mort à crédit. Le même problème. Alors, essayez de vous le faire plus grand. C'est dans Affichage, Zoom. C'était 100, 150, c'était 150%. Hein. Ben, les chefs d'État, on les entend, hein? Ça va? Ça va? Ouais. C'est clair pour le fond? On jugera peut-être mieux, je l'ai dit, de l'évolution du style de Céline en analysant d'un peu plus près l'incipit de Mort à crédit. Nous voici encore seuls, tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, et ce sera bientôt fini, etc., etc. Voici donc un texte qui s'arrache à partir d'une phrase nominale, quelque peu énigmatique. Qui est ce nous? Pourquoi sont-ils encore seuls? Comme si l'avant-dit du roman baignait déjà et depuis longtemps dans la solitude. Si l'on veut bien compléter la carte lexicale de ces 3 paragraphes, on y découvrira une triade récurrente. La solitude, la vieillesse, la mort. La mort surtout, présente dans le titre du roman, comme dans son incipit, comme dans toute l'œuvre de Céline. Mais avant de mourir, il faut vieillir. Le jeu, double autofictif du docteur Destouches, qui l'année de publication de Mort à crédit à 42 ans, c'est-à-dire la force de l'âge, se sent au seuil de la vieillesse.
Quant à Madame Bérange, la morte, elle était arrivée tout au bout de la vieillesse, au bout de sa nuit à elle, où la rejoindra bientôt le protagoniste, comme soulagé par sa mort annoncée. Et ce sera bientôt fini. Une mort violente, perpétrée par ces visiteurs fantomatiques qui sont venus dans sa chambre et sont repartis vieux, eux aussi, misérables et lents, pour revenir des quatre coins du monde, écouter des histoires et me tuer. Alors ce sera fini, et je serai bien content, comme le répète la fin de la première séquence de Moacrédy. Mourir pour des histoires, celles qui suivent peut-être, et qui constituent l'œuvre. Ne serait-ce pas plutôt la légende du roi Crocold, car ce médecin, comme le docteur Destouches, est aussi écrivain. Que cette légende qu'il a peur de ne pas pouvoir transmettre avant de mourir, cette fois de maladie, dans le même passage où Céline nous donne une des clés du titre du roman. C'est pas gratuit de crever, c'est un beau suaire brodé d'histoire qu'il faut présenter à la dame, c'est-à-dire la mort allégorisée. C'est exigeant le dernier soupir, il faut se dépenser coûte que coûte. Moi, je serai bientôt en état. J'entendrai la dernière fois mon tocan faire son foot, baveux puis flac, encore. Il brâlera encore après son aorte, comme un vieux manche. Ça sera terminé. Ils la verront pas, ma jolie légende, mon sifflet non plus. La blême aura déjà tout pris. Voilà, madame, je lui dirai, vous êtes la première connaisseuse. On n'échappe pas à son sort, violemment ou dans son lit. On meurt pour des histoires. Et rétrospectivement, on comprend que la première phrase renvoie au face-à-face d'un vivant, nous, qui se voit déjà mort, et d'une concierge bien morte après la sortie de ses visiteurs. Mais auparavant, la deuxième phrase ne fournissait à première vue guère plus d'éclaircissement. Tout cela, quoi? Tout cela est si lent, si lourd, si triste, qui semble concentrer toute sa force expressive dans la dryade adjectivale, procédé par ailleurs classique, littéraire, dont chaque terme est renforcé par le même adverbe si. L'ensemble paraissant exister autant pour le rythme ternaire, tout cela est si lent, si lourd, si triste, que pour une sémantique de la pesanteur, de la lourdeur, que Céline reprocha à maintes reprises à ses contemporains. Rien non plus pour identifier immédiatement ses visiteurs, quasi silencieux, des patients de Ferdinand, au nom postposé plus loin encore que celui de Bardemu du voyage au bout de la nuit. Sans doute pas, puisque, on le saura, ce docteur, ce médecin va le recevoir non pas dans sa chambre, mais dans une clinique. On devine en effet, dès le premier paragraphe, qu'il est médecin. Il constate le décès de Madame Bérange, lui donne des conseils plutôt de bon sens pour ne pas étouffer. Ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. Ces visiteurs seraient-ils des amis de Ferdinand? Peu compatibles avec une solitude existentielle. Alors là, j'étais vraiment seul, dira-t-il un peu plus loin. Des amis de la concierge? Peut-être, puisqu'elle était d'un tempérament plutôt affable, tout au moins avec le médecin. C'était une douce et gentille et fidèle amie, niant ainsi la réputation d'un auteur qui n'aimerait pas ses personnages. Il conviendrait donc d'ajouter Madame Bérange, dans sa fugacité, à la liste des personnages respectés par Céline. Molly, le sergent Alcide, Bébert de Voyage au bout de la nuit, la grand-mère Caroline et l'oncle Édouard de Moacrédy, Lily de Nord. À Madame Bérange, il donne de surcroît un nom aux douces consonances qui évoquent la bienveillance protectrice populairement attribuée tant à un ange qu'à une bergère. Une concierge n'est-elle pas à la fois l'ange gardien et la bergère de son immeuble? De manière plus vraisemblable, tout ce monde sont des connaissances de la concierge et de Ferdinand
qui sacrifient à la tradition de la visite mortuaire. Aux autres, ceux qui ne sont pas venus, je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui l'ont connue, qui m'ont connu, qui l'ont connue. Mais il risque de n'y avoir pas grand monde à son enterrement, rue des Saules, au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, près de la rue Le Pic, où vit le docteur Destouches en 1936. Car où sont-ils, ceux qui les ont connus? À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne, plus un être pour recueillir doucement l'esprit des morts. Lit-on un peu plus loin. En contraste avec ces opacités sémantiques qui ne se dévoilent qu'après des relectures de ces 3 paragraphes ou même des 10 premières séquences de Mort à crédit, au travers desquelles on aura tracé des chemins mémoriels, voici un topic romantique qui fait coïncider la veillée du cadavre de la concierge avec une grande tempête qui s'élève de la nuit. Sauf qu'il est peu probable que les romantiques, même les plus populistes, aient associé le dégènement des forces de la nature qui font trembler la maison à la mort d'une concierge. Les lieux communs les plus littéraires sortent pervertis de la plume de Louis-Ferdinand Céline. Jusqu'à présent, nous avons fait comme si nous ne connaissions pas le contenu de Mort à crédit, en focalisant l'analyse sur les 3 paragraphes de l'incipit prolongés ici et là vers les 10 premières séquences du roman. Mais nous ne pouvons échapper à la lecture globale de l'œuvre et savons qu'elle nous racontera la vie de Ferdinand à Pauveau, c'est-à-dire de l'enfance à l'engagement dans l'armée, investissant fortement sa personne dans le siècle dernier, je peux en parler, je l'ai vu finir. Louis-Ferdinand Destouches nous rappelle qu'il est né à Courbevoie le 27 mai 1894, tandis que la phrase initiale du 3e paragraphe de Mort à crédit, « Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde », annonce un récit rétrospectif qui commence à la 11e séquence. Si l'on en vient aux formes du langage, on sera peut-être déçu par la juxtaposition de phrases plutôt courtes, peu chargées en tournure populaire, auxquelles on intégrera avec indulgence la clausule du 2e paragraphe, et puis voilà, et puis tant pis. Par ailleurs remarquable par son équilibre rythmique, qui fait succéder 2 hémistiches anaphoriques, et puis, 2 hémistiches anaphoriques de 4 syllabes, et puis voilà, et puis tant pis, sur lesquels pèse toute l'impuissance et la résignation du médecin. Populaire aussi, selon Léo Spitzer, est la postposition par rappel de Madame Bérange au pronom personnel sujet « elle », qui atteste la persistance de la tournure dans l'œuvre célinienne postérieure au voyage, centre de l'attention rigoureuse du stylisticien allemand en 1935. Ça, c'est le vrai pionnier de la stylistique célinienne. Il a écrit un article minutieux sur un procédé stylistique par rappel en 1935, 3 ans à peine après la publication du premier roman de Céline et 1 an avant celle du 2e. Point de lexique argotique non plus dans cet incipit. Le mot bignol, pour concierge, n'apparaîtra qu'à la page suivante, inaugurant le riche vocabulaire argotique de Mort à crédit. Peu d'économie verbale, pas un seul ça, alors que le paragraphe initial de Voyage au bout de la nuit en comptait 5 occurrences. En revanche, la forme policée du démonstratif neutre « cela » apparaît 1 fois, pour aucune dans le passage analysé du Voyage. Et face aux 2 variations de C, l'une au futur, l'autre à l'imparfait de Mort à crédit, nous en avions dénombré 7 dans Voyage au bout de la nuit. Pas de suppression de la particule ne, alors que notre texte lui en aurait fourni 2 occasions. Ils ne m'ont pas dit grand-chose. Pas de suppression de la particule. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine. Donc c'est un langage presque lisse, sans relief particulier, s'il venait éclater cette merde en opposition de la médecine. Le mot cru, voire vulgaire, selon la perception de chacun, ne s'explique que par l'impuissance de la médecine, du médecin, à n'avoir pu, ne serait-ce que prolonger un peu la vie de la très vieille amie,
de la très vieille mais si gentille Madame Bérange. Pour Ferdinand, comme pour le docteur Destouches, la vocation du médecin était d'alléger la souffrance des humains. La Bignole, elle ne pouvait plus rien dire, elle étouffait. Maigre consolation, avec compassion, le docteur lui tenait la main qu'elle retenait. Elle est morte dans un petit hoquet, comme la grand-mère Caroline, à qui il est venu une sorte de hoquet, dira-t-on plus loin dans Moracrédy. Mais la médecine, quelle merde dans l'accompagnement d'une mourante. Voilà qui anticipe la rage du docteur dans Ferry pour une autre fois. Merde, 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 jamais en quelques circonstances j'ai pu me résigner à la mort. La différence la plus manifeste entre nos deux textes saute à la vue du lecteur sensible à la typographie. Alors que notre page de voyage au bout de la nuit ne comptait qu'une seule occurrence des 3 points, à propos des mots qui ne changent pas aussi peu, 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits, et il y a 3 points après, on n'en repère pas moins de 5 dans le passage de longueur à peu près équivalente de Moracrédy. Et encore, dans le voyage, les 3 points sont-ils de vrais points de suspension qui terminent la péroraison d'Arthur Ganat, laissant entendre qu'il aurait pu faire sonner bien d'autres vérités utiles. Ce sont des vrais points de suspension. Avec Moracrédy, nous changeons de sphère de ponctuation, et en particulier d'une démultiplication des fonctions des 3 points. Mieux, comme l'a écrit Marc-Henré, par la fusion d'une part du point d'exclamation ou d'interrogation et d'autre part des points de suspension, Céline enrichit sa gamme de signes de percussion, d'intermittence ou de liaison, car à force d'être employés si fréquemment, ces signes composés acquièrent comme une autonomie et une valeur propre. Les 3 points qui prolongent la triade, si lent, si lourd, si triste, en renforcent le sens. Ceux qui, précédés du point d'exclamation, accompagnent le conseil du docteur, font entendre la forte tonalité de l'impératif négatif. Ne vous allongez pas surtout. Ceux qui, interrompés, terminent les hémistiches anaphoriques, et puis voilà, et puis tant pis, soulignent le rythme de l'octosyllabe, tandis que ceux qui terminent l'interrogation « Où sont-ils » indiquent qu'il s'agit d'une interrogation rhétorique. Ils sont chacun dans un coin du monde, c'est-à-dire nulle part. Ces 3 points sont donc bien, comme l'a écrit Henri Godard, le plus efficace des moyens par lesquels le lecteur pourra avoir l'impression d'entendre le texte qu'il lit. Admirable. L'éditeur des romans de Céline serait-il donc si imprégné de son écrivain qu'il paraphraserait en quelque sorte ce que nous avions lu dans les entretiens avec le professeur Hirette. Souvenez-vous, le lecteur qui me lit, il lui semble, il en jurerait que quelqu'un lui lit dans la tête, dans sa propre tête. Avec cet incipit de Moracrédy, Céline reste encore, semble-t-il, dans la poétique de Voyage au bout de la nuit, comme une courte transition vers celui de ses romans qui révolutionne vraiment la prose française de fiction et même d'autofiction, pour être plus précis. Dès la séquence suivante, la vitesse de croisière est prise, elle ne s'arrêtera qu'à la mort de Louis-Ferdinand Destouches. Oui, j'ai le temps, en fait, d'analyser avec vous l'incipit de Nord. On mesurera mieux la distance parcourue en se penchant sur l'incipit de Nord, qui est la dernière œuvre publiée du vivant de Céline. C'est de 1960. Le dernier, Rigaudon, est une œuvre posthume. C'est Nord, roman de la trilogie allemande, que nous avons sélectionné, que j'ai sélectionné par pure subjectivité. Je considère en effet, avec d'autres comme François Gibault et Émile Bramy, qu'il s'agit de l'œuvre la plus accomplie de Céline. Oh oui, me dis-je, bientôt ce sera terminé, ouf, assez nous avons vu, à 65 mains et mèches. Structuralement, ce départ de Nord paraît clair. Il est constitué d'un discours direct, intérieur, à la première personne, interrompu par un lecteur qui aurait écouté la plainte pourtant muette, me dis-je,
en pénétrant le cerveau du moi. Ce lecteur, représenté par le vocatif ironique « Madame », titre accolé par la langue à une aristocrate ou à une bourgeoise. L'ironie de ce Madame n'échappera pas à qui connaît le mépris de Céline pour ses classes sociales, à moins que celui-ci n'interpelle ainsi la mort, comme dans le passage que je vous ai cité de Mort à crédit. La mort, l'ultime lectrice ou la première connaisseuse du texte achevé, invite aussi le narrateur autodiégétique à se taire définitivement après avoir lâché la bonde à ses dernières rancœurs. Le discours intérieur au carré, puisque le même locuteur est responsable du dialogue, en chasse deux impératifs furieux dont l'un, « taisez-vous », est repris en clôture de la séquence qui coïncide ainsi avec l'incipit et accuse l'écrivain d'être un forçat stupide d'un travail qui en fait est une punition, un masochiste à qui le temps est compté. Si la dame qui lui parle dans sa tête, c'est bien son tour à lui, est la mort. Les premières phrases ne sont pas sans rappeler leurs équivalentes de Mort à crédit. Au et ce sera enfin fini du roman de 1936 correspond le bientôt tout sera terminé du roman de 1960. Et le protagoniste de Mort à crédit, qui se sentait devenir vieux, l'est maintenant. À 65 ans, il mèche, renvoie à l'âge du docteur Destouches, quand, à la fin de 1959, il rédige la rédaction de Nord. Voilà qui évoque le début d'un château l'autre. Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation où l'on entend comme un écho de l'incipit de Mort à crédit. C'est ainsi que Céline, d'un roman à l'autre, tisse un jeu de répliques verbales au sens où l'on parle de répliques de tremblement de terre, qui rend compte de l'unité et de la cohérence de l'œuvre autofictionnelle. Par ailleurs, Nord débute sur le ton de l'invective dirigée contre le lecteur bourgeois, contre lui-même, contre la vanité d'une vie dédiée à l'écriture, contre les écrivains du tout venant, et par une exclamation renforcée de soulagement, « Oh oui, ouf !» qui prolongeait aussi, à presque un quart de siècle de distance, le soupir implicite dans l'adverbe « enfin » de Mort à crédit. Mais par ailleurs, anticipe d'un an sa déclaration à Luc Poel sur la pauvreté de la littérature contemporaine. Il y a des milliers d'écrivains. Ce sont des pauvres cafouilleux, des aptères. Ils rampent dans des phrases. Ils répètent ce que l'autre a dit. Ils choisissent une histoire. C'est pas intéressant. Cependant, malgré ces rapprochements, intentionnels ou non, entre les incipits des deux œuvres, que d'écart, ou plutôt que d'intensification de tous les procédés mis en marche dans le deuxième roman de Céline. On ne va pas s'attarder sur l'usage des 3 points. Les 5 occurrences de Mort à crédit se sont multipliées par plus de 3 ici en vérifiant pleinement l'analyse qu'en procurait Henri Godard en 1985. Les 3 points de Céline isolent dans le blanc de la page et dans le rythme de notre lecture des fragments de discours qui ne sont en règle générale ni tout à fait autonomes, ni tout à fait dépendants, qui existent par eux-mêmes, moins qu'une phrase, mais plus qu'un membre de phrase. Arrêtons-nous plutôt sur la syntaxe archaïque de « assez nous avons vu ». Assez nous avons vu. Vous remarquez que c'est en italique. En italique. Typographiquement, donc détaché par l'italique. Alors ici, j'hésite. Peut-être s'agit-il d'une citation, comme on va en découvrir une plus bas, dans le texte, que mon encyclopédie personnelle ne m'a pas permis d'identifier. En revanche, on sait que Louis-Ferdinand Céline est friand d'expressions archaïques, fonctionnellement parsemées dans toutes ses œuvres. On voit que celle-ci annonce ici la vieillesse, donc l'archaïsme du narrateur autodiégétique et contraste par son allure médiévale renaissante avec la catastrophe nucléaire des bombes atomiques d'aujourd'hui. Elles sont dans l'actualité
de 1960 et de demain, tout en instaurant une distance tant avec le parler oral populaire de l'ensemble textuel qu'avec les néologismes qui vont s'enfiler. Archibombe, myriatone, alcooleux, les deux premiers par préfixation augmentative, archibombe, myriatone, et le dernier, alcooleux, par suffixation péjorative. L'oxymore, qui est la figure clé du passage, continue au niveau sémantique entre les deux substantifs enchaînés, souffle, sortant des effets bien connus d'une explosion nucléaire, et vétille, le premier appartenant au lexique technique et le second à un niveau élevé de la langue, contraste avec un ensemble discursif populaire et ergotique où joue à plein temps la dimension sociale de la langue de Céline, qui est celle des opprimés et des victimes. Un rapide relevé de celle-ci épingle, émèche, émèche et davantage, foutre, au sens de vous importer, alcooleux, c'est un néologisme popularisant pour alcoolique, enfiaté, c'est-à-dire inverti, bigre, chefloufia, cherfetorchose, lèche-machin, et la portée scatologique des deux dernières injures, adressées à de médiocres confrères, entraîne, par irradiation sémantique que le lecteur doit compléter, fuite, c'est-à-dire perte d'urine, bidet, et bénitier, par aphérèse de cul de bénitier, à moins que, jouant sur les signifiants, Céline n'invective les écrivains béni oui oui, soumis à l'autorité et comme leur lecteur, prêt à tout. Poteau pourrait être pris par antithèse de pote, ami, ou par suppression du déterminatif de poteau d'exécution, qui s'alignerait ainsi sur couperet, comme un souhait de disparition de ses faux amis, et enveloppe, comme référence à leur corruption ou simplement au paiement indûment perçu pour un travail d'écriture bâclé. Faut-il dire qu'au niveau du langage injurieux, l'irrationnel domine, et la plus grande imagination est laissée tant à l'auteur, qui en a usé et abusé, qu'à son lecteur, qui a ici la bride sur le cou. Donc ce que je vous ai dit, vous le retenez, vous passez, vous imaginez autre chose, c'est bien votre droit. Au cas où ce lecteur le reprendrait à son compte, comme si le locuteur du texte injuriait à sa place par procuration, il se donnerait un plaisir d'agressivité, avivé souvent de l'effet propre de l'obscénité ou de la scatologie auquel recourt l'injure. D'autres procédures contribuent à l'opacification de la séquence, depuis le redoublement sémantique ou la forme populaire d'approbation énergique, j'accepte, je veux, à l'apocope, vous êtes de ceux où le lecteur est invité à compléter le démonstratif, ceux-là, en passant par une nouvelle invitation à compléter un substantif ou par la substitution d'une préposition. Dans le petit liseré, c'est-à-dire, un liseré c'est un ornement superflu, le petit liseré à la couleur. Alors, c'est la seule distinction entre le lecteur et l'auteur médiocre. Soit on doit ajouter un nom de couleur quel qu'il soit, comme nous invitent les trois points, soit on doit comprendre en couleur colorée. Enfin, juste avant le constat auto-accusateur, puisque, comme nous l'avons vu, ce dialogue est un faux monologue intérieur, Céline détourne une citation du dernier vers de la dernière strophe du poème Dédicace au lecteur de Baudelaire. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Si l'on veut bien se donner la peine de relire toute la strophe de Baudelaire, on tombe sur un monstre délicat, bien connu du lecteur baudelairien. C'est l'ennui. Voici donc ce qui attend le lecteur compréhensif, prêt à tout. Hypocrite est devenu superflu, inutile. Prêt surtout à avaler dans sa platitude ce que des auteurs presque comme lui offriront, l'ennui. Et voilà ce qui n'attend pas le lecteur célinien, méprisant les acheteurs qui le boudent, il paraît. Céline oublie, ou feint d'oublier,
qu'il avait retrouvé une nouvelle reconnaissance, donc un lectorat, en 1957, avec la publication d'Un château l'autre. La chronotopie de l'Incipit situe le narrateur à sa table de travail, à son établi d'ouvrier, à Meudon, fin 1959. Dès la 4e séquence, le lecteur est transporté à Baden-Baden, puis à Morsbourg. Il revient une première fois à Meudon avant d'être envoyé à Zornhof dans un récit interrompu par le voyage de Meudon à Paris avec sa secrétaire. La narration proprement située en Allemagne est une chronique des errances apocalyptiques de Céline accompagnée du chat Bébert, de Lily, sa femme, et de Robert le Vigan dans un pays éclaté par la mitraille, explosé par les bombes. Céline, en effet, se prétend chroniqueur, ni plus ni moins, et réclamera la qualité de tel, refusant celle d'écrivain dans une interview donnée à Louis Poels en 1961, tandis qu'il élabore Rigaudon sa dernière chronique. On sait que Céline s'était fait envoyer à Baden-Baden, au début de son exil en 1944, un exemplaire de l'édition des historiens et chroniqueurs du Moyen-Âge, procuré par Albert Paufilet pour la bibliothèque de la Pléiade, qui contient l'œuvre de Froissart. Mais c'est peut-être à un autre écrivain médiéval, Eustache Deschamps, que Céline ressemble le plus. Certes, Eustache Deschamps, qui était champenois, n'est pas chroniqueur. Certes, nous ignorons si Louis-Ferdinand Céline l'avait lu, mais il dut bien percevoir quelque écho de ses ballades historiques. Ce que dit du poète du XIVe siècle le philologue Maurice Wilmot ramène constamment Céline. Je cite Maurice Wilmot. Eustache Deschamps a voyagé comme Froissart, et même il a vu des pays restés inconnus à celui-ci, l'Allemagne, la Bohême et la Hongrie. Il n'en a gardé qu'un souvenir désenchanté, de même qu'il exprime son dégoût pour la boue des Flandres et ne fait exception que pour Bruxelles. Bruxelles qui serait pour Eustache Deschamps ce que Londres est pour Céline. Céline avait une admiration tout à fait extraordinaire pour Londres. Il ne fait donc, Eustache Deschamps ne fait exception que pour Bruxelles, où il mena joyeuse vie. Des 1500 ballades qu'il rima au cours d'une existence agitée et même pathétique, il n'y en a pas une où son caractère passionné de polémiste ne transparaît, où l'on ne perçoive l'écho sonore des joies et des misères de son peuple. Sans doute les coïncidences biographiques ne sont-elles que cela, des coïncidences, encore que le partage d'expériences semblables, des existences agitées, voire pathétiques, puisse induire par-delà les siècles des productions littéraires similaires, comme par exemple un caractère passionné de polémiste. Cependant, les ressemblances littéraires doivent nous alerter. L'écho sonore des joies et des misères de son peuple n'est pas sans évoquer le langage oral populaire célinien et sa transposition dans et par l'écrit. Quelle que soit la place stratégique des incipits dans les œuvres romanesques de Louis-Ferdinand Céline, ils ne sont que des échantillons qui n'épuisent pas les ressources linguistiques, stylistiques, rhétoriques et narratives d'un écrivain chroniqueur-poète qui en était amplement pourvu. Nous n'avons pu rien dire, par exemple, du rire célinien, atteint grâce à une batterie de mécanismes, des déformations morphosyntaxiques au jeu sur les signifiants, en passant par le comique de situation. Par ailleurs, Henri Godard, refusant en bonne méthode de séparer la forme et le fond, souligne la cohérence essentielle de l'œuvre célinienne. Ce qu'il conteste au fond, par son style même, écrit Godard, est d'ordre existentiel. Le cœur de son imaginaire est dominé à la fois par une haine de la mort et une haine de la matière, qui en est pour lui l'équivalent concret. On connaît son mot. Les hommes sont lourds. Il aurait pu dire la même chose de la phrase. Et la lourdeur, pour faire un raccourci, c'est la mort. Cependant,
le remarquable ouvrage du même auteur, d'Henri Godard, Poétique de Céline, qui m'a bien souvent servi de guide, n'est pas exempt de contradictions. Ainsi, à 2 pages de distance, on peut lire « Si les choix et les refus d'un écrivain dans l'ordre du langage ont une signification idéologique, ceux de Céline ne peuvent que travailler à l'ébranlement de l'ordre établi. » Proposition que l'on mettra en relation avec cet anarchisme ultra-individualiste que je rappelais en tête de cette conférence. Dès lors, nous ne comprenons pas cette autre affirmation d'Henri Godard. C'est le travail sur la langue qui fait échapper Céline aux limites dans lesquelles son idéologie semblait devoir l'enfermer, à moins que l'anarchisme ne soit pas une idéologie, ou qu'Henri Godard ne pense à une autre idéologie. On pardonnera ce crime de lèse-majesté envers le célinien par excellence, mais comme lui-même l'a écrit en 2014, l'an dernier, on n'écrit pas sur Céline sans susciter de polémique. La mienne est bien modeste et sera suivie du point final qui sera ici un point d'interrogation célinien. Merci. Toujours